Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Bonsoir et bon début de week-end à vous, chers téléspectateurs. C'est à nouveau un plaisir de vous retrouver ce deuxième vendredi de l'an de grâce 2022. J'espère que vous êtes fait plein de relations en quelque peu de temps, parce que nous, en ces 2 semaines, nous sommes le 14, 2 semaines exactement que l'année 2022 a débuté. Nous nous sommes fait plein de relations. Voilà pourquoi le monde en relation est là pour vous accueillir encore ce soir. Alors, elle est confortablement installée et elle s'est fait plein de relations en 14 jours déjà de l'année 2022. Il y a pas mal de choses qui l'occupent, il y a pas mal de personnes qu'elle a rencontrées qui font du bien dans sa vie. Elle va partager ses relations à nouveau avec vous ce soir. Alors Francine Ateba, comment vont tes relations en ce début d'année 2022? Bonjour Landry Pierrette à Massa Yoga. Bonjour également à mon copanéliste. En tout cas, mes relations vont super bien. Je vais bien. Vous savez, il faut toujours débuter la nouvelle année avec beaucoup plus de punch, avoir la positive attitude. Même s'il y a quoi, je vous assure que lorsqu'on est positif, tout s'arrange. Ah là, tout s'arrange parce que garder l'attitude positive, c'est la meilleure des choses. Et quoi qu'on traverse, quoi qu'il nous arrive, si vous avez traversé des moments difficiles en fin d'année 2021, pensez pas que l'année 2022 sera désagréable pour vous, tout au contraire. C'est une transition, c'est vrai que ça a été une transition assez difficile pour certains, mais l'année 2022, je vous assure, si vous faites des efforts, elle vous portera bonheur, elle vous amènera, elle vous apportera beaucoup de nouvelles relations qui contribuera à votre bonheur. Alors lui, il s'est déjà fait des relations, pas mal de relations. Il m'en parle tout le temps, c'est 2 semaines seulement, de l'an de grâce 2022, il a déjà plein de relations. Ce gars, je ne sais même pas ce qu'il va faire avec ses relations. Peut-être il va partager certaines relations tout à l'heure là avec vous. Alors Patrick, bon début de week-end et puis bienvenue sur le plateau du monde en relation à nouveau. Excellent début de week-end à toi Landry, bon début de week-end à toi Francine, on espère que vous allez bien. C'est le 2e vendredi de l'année, donc en 2021, on s'est fait des belles relations. Ouais. Pour certains, nous les avons entretenues jusqu'en 2022. Nous sommes en 2022. Depuis le début d'année, on s'est fait pas mal de relations également. C'est important de les entretenir. Et on espère qu'à travers ces relations, on grandira. Et puis, on découvrira de nouvelles expériences. Et on partagera ce que nous avons déjà. Donc, je vais souhaiter une excellente année à ceux-là qui nous regardent et qui n'ont pas eu la possibilité d'être avec nous la semaine dernière. Donc, portez-vous bien et on espère que ce que nous ferons dans le cadre de cette émission vous fera naturellement plaisir. 52 minutes de pub bonheur sur les antennes d'Info TV. On salue tous nos fan clubs, ceux qui nous regardent du côté de Kousseri, du côté de Bafia, Bouyamba, Douala, Kribi, également ceux de la diaspora. On profite également ceux qui sont là au Cameroun pour la CAN 2021 qui se joue ici au Cameroun. On salue tous nos fan clubs qui sont représentés là au Cameroun et puis les étrangers qui sont là. On espère qu'ils passent de très bons moments ici à Yaoundé, dans toutes les villes en fait du Cameroun où ils sont dispatchés. On espère qu'ils profitent de la belle nature du Cameroun, de l'Afrique à miniature, comme on a l'habitude d'appeler notre pays. Alors aujourd'hui, avec notre invité, on va parler des droits de l'enfant avec notre expert qui est déjà confortablement installé. Mais avant de le prendre, de l'accueillir, nous allons d'abord faire le tour de la toile avec la première rubrique sur la toile. On regarde ce que la toile nous réserve et puis on se retrouve juste derrière.
Nous sommes de retour sur le plateau. On espère que ces images vous ont arraché le sourire en ce début de week-end. On a la première image des... Je salue en passant toutes les courtes filles en tout cas. Alors on a la première, on va parler de la première image qui nous fait savoir quand une courte fille fait le make-up et puis qu'on lui dit ma chérie tu es belle avec. Oh là là, ce que ça fait. Ah, j'imagine un peu quand on me dit que je suis belle. Mais moi je suis pas courte, Francine. J'imagine un peu quand tu t'es maquillée, tu t'es bien habillée là et puis on te dit tu es belle. Comment tu te sens? Vraiment, ça fait du bien, ça fait plaisir, mais franchement, être courte fille, c'est quoi même d'abord le fait de rester fixé comme ça sur une courte fille et se dire que forcément les courtes filles ne sont pas belles ou bien que lorsqu'elles font du make-up c'est bizarre. Non, même les courtes femmes sont belles. Ah bah c'est la raison pour laquelle vous allez voir, il y a toujours des géants hommes à côté d'elles et c'est ça qui fait toute la beauté. Et moi, ce qui est plus gros dans tout ça, c'est que être homme, c'est pas facile du tout. Oui, pas de maquillage. Pas de maquillage, pas de perruque, pas de faux ongles, pas de faux cils. Tu es laid. Tu es laid, papa. Ouais, on a fini avec les gars cet après-midi. C'était une bonne en fait pour démarrer le week-end, les gars. Quand tu es laid, tu es laid. C'est compliqué d'être un homme. En tout cas, on va saluer tous les gars. Patrice, il fait ça. On te salue en tout cas. Bon week-end. C'est la chance que vous avez. Vous n'avez pas besoin de trop d'argent, de moyens. Il faut que tu réfléchis, il faut que je parte quelque part, je sorte là. Il me faut mettre les ongles, il me faut mettre les cils, il me faut mettre la perruque. Il faut une perruque même de 250 000 parce qu'il faut faire la différence. C'est parce que c'est ça la femme. Quand tu as mis pour 5 000, on connaît que c'est pour 5 000. Quand tu as mis pour 250 000, maman, ça se ressent. Mais vous êtes bien. Vous me rejoignez donc dans l'idée selon laquelle l'auteur de ce texte est un peu trompé. Parce que être homme, c'est très facile. On ne peut pas dire que c'est pas facile. Puisque le fait de ne pas aborder des perruques, le fait de ne pas mettre des trucs, des phares et tout ça, là, ça nous met aussi à l'abri de beaucoup de choses. Étant donné, il faut aussi dire que bon, quand tu es un vrai homme, parce que quand on voit les omelettes qu'on voit sur le toit, là, les vrais hommes, quand tu te coifes bien, tu te fais bien, n'importe quelle femme apprécie te regarder. Wow, comme toi par exemple. On va le voir tout à l'heure avec notre invité. Donc c'est quelqu'un de très charmant. Comme toi Patrice, pourquoi tu es vite comme toi par exemple? Non. Notre téléspectateur qui nous regarde. J'aimerais bien qu'un téléspectateur le fasse. Moi je te jette les fleurs. Les filles qui te regardent là cet après-midi. Je vais un peu en contradiction avec l'auteur du texte en disant être un homme, c'est même plutôt très facile. C'est vous les femmes là qui souffrez parce que lorsqu'une femme sort sans mèche, sans perruque, sans brésilienne, il y a toujours un regard, tu sais, avec beaucoup de préjugés, tout ça là. Ton gars n'a pas de moyens, il est fauché et tout ça là, même si on reconnaît quand même que beaucoup de femmes qui ne se rasent presque jamais sont de très belles femmes. Donc, bon, voilà. Bon. Mais en tout cas, quand tu es laid, moi je reste sur cette phrase-là. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a des gars. Il n'y a pas d'être laid. Il y a des gars, Patrice, il y a des gars qui effraient. Un être humain peut se dénaturer. Même si tu peux le coiffer à Obama Fashion. Le gars là, il faudrait qu'on ajuste un peu quelque chose pour qu'il t'attire un peu. Parce qu'il y a des gars ici vraiment qui méritaient être. C'est-à-dire qu'on crée des perruques des hommes, c'est pas. Qu'on crée les relatives. On connaît là où il y a la beauté de l'homme. Dieu a créé chaque homme avec son point fort et son point faible. C'est pas toutes les femmes qui sont nées pour mettre des perruques. C'est pas toutes les femmes qui sont nées pour faire le make-up. C'est pas toutes les femmes qui sont nées pour mettre vos vernis là. Donc lorsque Dieu te crée du moins étant avec une image assez positive et naturelle qui te permet de t'exprimer sans trop d'artifice, contente-toi de cette image-là. Alors si Dieu te donne un visage naturel et que toi tu veux doser les phares et machin, tu vas ressembler à l'image qu'on a vue tout à l'heure, celle de la coupe de fille qui se sent. C'est vrai, on a également on va prendre une dernière image de celle qui nous fait savoir que sortir, mettez-vous avec des hommes ou alors avec des conjoints qui savent vous dire, voilà chérie, viens, j'ai fauté, ou alors, même si c'est pas moi la personne fautive, viens, on arrange nos problèmes. Parce qu'il y a vraiment, de nos jours, il y a des couples, c'est-à-dire par orgueil, par égoïsme, chacun reste replié sur soi, incapable de dire, bon voilà, je pense que face à ce qu'on a vécu, et sur de nous asseoir, on essaye de trouver d'où le mal est parti, et puis on arrange le problème, on arrange la situation. Je pense que de nos jours, en 2022, on n'a plus besoin de ce genre de personnes dans notre vie. Si vous avez le genre de personnes, prenez-vous, mettez dans la poubelle de 2021, et puis faites-vous, mettez à côté de vous des personnes en 2022 qui sont capables de vous dire, venez, s'il y a un souci, venez, on arrange les problèmes. On n'a plus besoin des enfants, hein, Francine?
Mais c'est vrai que l'homme est très orgueilleux, hein, parce que même si on est en 2022, l'homme est beaucoup plus orgueilleux que la femme. Vous allez voir, les femmes, elles ont la facilité de toujours dire « je te présente mes excuses », même si elle n'a pas forcément tort. Alors qu'on sait que les hommes, pour que celui-là commence à faire un mea culpa, c'est compliqué. C'est comme si on avait quasiment bloqué ce thème ou effacé ce thème même de leur bouche. Vous allez voir que même quand un homme vous demander les excuses, c'est toujours que toi aussi tu déranges, non? Toi aussi, est-ce que tu ne pouvais pas faire ça? Donc c'est toujours une sorte de fausse excuse qu'on met en avant pour toujours faire culpabiliser la femme. Donc moi je dirais que s'il faudrait appliquer cela, il faudrait changer même la mentalité de la plupart des hommes. Hein. Ben oui, parce que ça vient toujours des hommes. On a ces problèmes avec les hommes. Patrice, il faudrait comprendre que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri des erreurs, Patrice. Non, si, personne n'est à l'abri des erreurs. C'est savoir s'excuser qui fait la différence. Comme on a une autre image qui le dit, personne n'est à l'abri des erreurs. C'est savoir s'excuser qui fait la différence. Il faudrait bien que les hommes apprennent aussi à s'excuser. Contrairement à l'image que Francine voudrait vraiment coller à la plupart des hommes, je dirais que l'homme n'est pas un être essentiellement orgueilleux, mais essentiellement réservé. Nous, les hommes, on est réservés, on sait observer avant d'agir. Nous avons une certaine expérience. Lorsqu'on vous laisse là à la maison à nous faire la cuisine et qu'on s'en va au bureau, on est confronté à beaucoup de réalités et à beaucoup de situations qui nous permettent parfois de nous revisualiser et de mieux nous remettre en question quant à ce que nous allons faire dans notre futur. Les hommes, eux, ils sont essentiellement prudents. Ils ne sont pas du genre à embrasser. Puis vous allez voir la majorité des hommes, sauf les femmelettes, hein, donc ceux qui regardent Novelas là. Comme les femmes. Oui, ceux qui regardent Novelas là. La majorité des hommes, c'est des personnes qui ne sont pas hypocrites. Des personnes, quand celui-là a besoin de te dire quelque chose, il te le dit et il passe. Des personnes, quand celui-là te dit, gars, je ne veux plus de ton amitié, on passe à autre chose et on reste clair. Nous sommes des êtres vrais, des êtres vraiment réservés dans notre façon de faire et des êtres pragmatiques. D'accord. On retient qu'il faudra... On ne fait pas les baisers de Judas. On retient que savoir s'excuser, c'est ce qui fait la différence. Personne n'est à l'abri des erreurs. Homme comme l'humilité, homme comme femme, on peut faire tous des erreurs, mais savoir s'excuser, c'est ce qui fait la différence entre nous. Alors, il est l'heure d'accueillir notre invité qui est déjà confortablement installé. Il s'agit de Léona Bertrand Enama. Il est expert en droit et système de protection de l'enfant. On va parler des droits de l'enfant ce vendredi avec notre invité. Alors, grâce au concours de la région, on l'accueille après cette courte transition. Alors, bonsoir, monsieur Léona Bertrand Enama. Léon Bertrand Enama, bonsoir, Landry Pierrette. Bienvenue sur le plateau du Monde en Relation. Merci, merci. On espère que vous sentez dans votre coquille. Vous vous retrouvez parmi tant de ces jeunes dynamiques. L'ambiance de tout à l'heure, vous avez aimé? Oui, je pense que de temps en temps, nous suivons cette émission. Donc, on peut s'adapter facilement à ce que vous faites. D'accord. Alors, dites-nous, on va parler des droits droits et protection de l'enfant. Alors, vous êtes responsable, vous êtes expert et responsable d'une ONG qui protège les enfants, on va dire ça comme ça. S'il faudrait parler en 2022 des droits de l'enfant au Cameroun, que pourra-t-on dire? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos des droits de l'enfant au Cameroun? Est-ce que les droits de l'enfant au Cameroun sont respectés avec tout ce qu'on observe dans notre société concernant les enfants? Oui, je suis le président de la Cameroon Child Rights Civil Society Organization Network, qui est une plateforme d'organisation de la société civile qui œuvre pour la promotion et la protection des droits de l'enfant, dont nous accompagnons donc le gouvernement qui est en charge de le faire à renforcer les efforts qu'il mène déjà pour promouvoir et protéger les droits de l'enfant. Donc, maintenant, de manière générale, en 2022, il y a des efforts qui sont faits parce qu'on peut les rappeler au vu du contexte actuel. Tout le monde sait que le Cameroun a traversé des époques difficiles avec la guerre contre la secte terroriste Boko Haram.
Actuellement, nous avons cette crise sécuritaire au nord-ouest et nous traversons la crise sanitaire actuellement. Globalement, sur les plus de 26 millions d'habitants qu'on suppose le Cameroun, on sait qu'on a au moins un taux de pauvreté de 24% sur la population cible. Et si on regarde au niveau du primaire, on peut avoir 97% des enfants qui sont inscrits au primaire. Et au niveau du secondaire, on peut chuter à 46%. Vous voyez donc de 97% des enfants qui commencent le primaire, arrivés au secondaire, on chute à 46%. Ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire pour faciliter que chaque enfant ait droit à une éducation. Ouais. Et dans la promotion des violences faites aux enfants, nous sommes encore à peut-être 28% des efforts qui sont faits. Donc, vous voyez qu'au-delà des efforts du gouvernement, on peut partager quelques chiffres qui touchent les enfants, notamment 8 enfants sur 10 de 1 à 14 ans sont assujettis à tout type de violence disciplinaire, donc ça peut être les bastonnades et tout. Bon, maintenant, sur 3 filles, sur 10 filles âgées de 18 à 24 ans ont déclaré avoir été victimes de violences. Ça veut dire que de 18 à 24 ans, les filles sont victimes de violences et plus de 3 filles sur 10 dans les écoles ont déclaré avoir été victimes d'actes de violence sexuelle. 2 filles sur 10 âgées de 15 à 19 ans sont mariées au Cameroun. Donc voilà quelques chiffres qui nous permettent de voir un peu la situation actuelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des efforts que le gouvernement fait et le gouvernement seul ne peut pas tout faire. C'est pour ça que nous, les acteurs de la société civile, nous accompagnons donc le gouvernement avec un certain nombre de partenaires pour renforcer ce qu'ils sont en train de faire dans tous les domaines. Dans le domaine de déjà la demande des services de protection, parce qu'il faut poser des actions pour que les populations, les enfants, les filles demandent les services de protection, vont dans les formations sanitaires, qu'on demande à se faire établir l'acte de naissance, qu'on demande à lorsqu'on est victime d'une violence, d'être pris en charge, d'avoir un accompagnement juridique. Et pour que ça soit fait, il faut qu'on regarde l'offre de services de protection. Est-ce que lorsqu'on va donc aller à l'hôpital, est-ce qu'on va trouver le service qu'on veut? Lorsqu'on va aller dans un centre social, est-ce qu'on sera pris? Lorsqu'on va aller faire un acte de naissance, est-ce que ça sera facile? Est-ce que ça va demander l'argent? Ça, c'est aussi des questionnements à ce niveau-là. Maintenant, l'autre point, c'est l'environnement de service. Est-ce que l'environnement juridique, l'environnement politique, l'environnement sécuritaire, sanitaire ou bien économique permet à ce que ces droits soient respectés? Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait une évaluation, on essaie un peu de questionner et au fur et à mesure, nous allons voir si effectivement les efforts qui sont faits sont suffisants, est-ce qu'il y a encore des lacunes et qu'est-ce que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous faisons pour contribuer à tous ces aspects-là. Ok, d'accord, merci. Alors Francine, notre avis. Bonsoir Léon Bertrand Inama. En tant qu'expert en droit et protection de l'enfant, qu'est-ce qui vous a poussé à défendre le droit des enfants, étant donné que l'état des lieux n'est pas aussi assez propice, si on peut le dire ainsi, parce qu'on sait que nous sommes un pays, si on peut le dire ainsi, qui n'est pas encore totalement émergent et qu'on a placé l'émergence à l'horizon 2035 et il y a tellement de difficultés qu'on rencontre encore, que ce soit au niveau des actes de naissance, que ce soit au niveau de la scolarisation, que ce soit des enfants ou autres. Est-ce qu'il est aisé de pouvoir choisir un tel domaine et qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le gouvernement vous appuie ou bien c'est vous qui appuyez le gouvernement et est-ce que vous pensez qu'il pourrait avoir un changement? Bon, Francine, je crois que on se connaît depuis 8 ans et on sait que je fais dans ça. Comme je l'ai souvent dit, moi-même, je suis un produit des structures de participation des enfants parce que j'ai fait dans des clubs au niveau scolaire et au niveau universitaire. Donc, je suis un produit de ça. Et c'est pour ça que dans
peut-être les grands domaines d'activité où j'ai mené, où je mène. J'ai mis une priorité sur les droits à l'enfant parce que j'ai mis l'accent sur le volet social et dans ce volet social, j'ai travaillé sur presque l'ensemble des domaines. Et maintenant, je peux dire que je suis en train de me spécialiser depuis au moins 15 ans, ou 18 ans que je travaille sur les questions de renforcement, d'évaluation et renforcement du système de protection parce que il faut évaluer à travers des recherches, à travers des enquêtes, le système de protection pour pouvoir contribuer à son renforcement. Donc c'est cette activité, ce domaine-là qui nous intéresse. Bon, maintenant, en tant qu'acteur de la société civile, nous ne pouvons pas, ce n'est pas notre mandat de s'assurer que tous les enfants du Cameroun ont l'offre de protection qu'ils ont besoin. Mais notre rôle, c'est d'observer, d'identifier les lacunes, de contribuer aux recherches, aux enquêtes et de proposer au gouvernement qui est en charge des solutions avec des actions de renforcement, d'appui technique et c'est ce que nous faisons. Et est-ce que vous êtes généralement appuyé par le gouvernement que dès que vous faites par exemple une étude technique de certains cas, est-ce qu'on prend forcément en considération tout ce que vous avez mis sur pied? Bon, c'est pas facile, c'est pas facile de travailler avec le gouvernement parce que le gouvernement, on peut regarder la même chose, nous on regarde le verre à moitié plein et le gouvernement regarde le verre à moitié vide et pourtant nous traitons sur la même question. Et maintenant nous avons opté aller vers le gouvernement, identifier des insuffisances avec eux, leur proposer des solutions et avancer avec eux. C'est une option qui est un peu très lourde parce que l'administration camerounaise pèse, il faut avoir beaucoup de patience comme nous pour fonctionner et j'ai la chance que je collabore avec le gouvernement sur les questions qui concernent mon domaine depuis plus de 15 ans parce que je me souviens en 2007, le gouvernement m'associait déjà pour former les acteurs dans tout le Cameroun, donc ça fait 15 ans aujourd'hui. Et nous travaillons tous les jours. Ce matin, j'étais au MINPROF parce que nous préparons un forum national sur les questions de protection des enfants et en particulier des filles. Donc, nous travaillons avec le gouvernement. Nous avons des conventions de partenariat formelles avec, par exemple, le ministère des Affaires sociales, le Bureau national d'état civil et plusieurs structures, que ce soit le MINPROF, le MINJustice. Nous travaillons avec le gouvernement, mais je vous assure qu'il faut être patient. Bon, maintenant, par rapport aux ressources, l'appui technique est très souvent facile à avoir, mais les ressources financières, c'est pas très facile. Encore que la loi 90 limite un peu les appuis de l'État aux associations que nous sommes et ça rend un peu notre activité très difficile. Donc, pour s'en sortir, il faut avoir beaucoup de capacité, beaucoup de volonté, mais avec les efforts, nous essayons d'organiser beaucoup d'activités en collaboration avec le gouvernement. Parlons justement, bon, vous avez constaté que depuis qu'on a démarré cet entretien, il y a toujours un fil conducteur qui vous relie au gouvernement parce que nous avons constaté que la volonté, elle est là, celle de venir en aide aux enfants, mais les moyens parfois sont limités pour les acteurs de la société civile comme vous, ceux-là qui veulent créer leur société, leur structure qui ne dépendent pas toujours du gouvernement et qui ne sont pas toujours à but lucratif parce que bon, c'est aussi un réel problème dans votre secteur d'activité. Maintenant, moi, je voudrais savoir, au vu de toutes ces difficultés-là, comment est-ce que vous faites pour vous en sortir et mieux tenir dans vos activités respectives? Non, c'est pas facile parce que moi, je travaille sur la protection de l'enfance depuis 2002, donc ça fait 20 ans. Wow. Et c'est pas très évident. Il faut avoir il faut avoir un mental fort parce que il faut payer le loyer, il faut payer le personnel, il faut gérer les charges du bureau. On n'a pas de subvention. J'ai pas encore reçu des subventions de structures publiques ou privées même. Bon, peut-être
quelques... Privé. Pas privés au Cameroun, peut-être les partenaires, quelques partenaires internationaux pour des activités spécifiques. Oui. Mais le plus important, c'est la capacité qu'on a à bien faire. Hein, ce qu'on a à faire, ça veut dire que lorsque je fais quelque chose avec peu de moyens, je le fais bien. Ça veut dire on peut te donner 5 millions, on me donne 1 500 000. La façon que je fais, je donne plus de résultats que quelqu'un qui a 5 millions. Au fil du temps, est-ce que vous avez comme l'impression que, bon, au fur et à mesure les jours passent, la situation de l'enfant au niveau du Cameroun évolue-t-elle? Lorsque je parle de l'enfant au Cameroun, c'est l'enfant abandonné, c'est celui qui est exposé aux risques malveillants dans les réseaux sociaux, c'est celui-là même qui est exposé à des risques, que ce soit devant l'écran et même sur le plan familial. Est-ce que vous pensez que ça évolue réellement au fur et à mesure que le temps passe? Là, nous entrons dans le domaine de la stratégie en matière. Bon, dans mes 20 ans d'activité, étant donné que j'ai vu les gens venir passer, les gens du gouvernement de tous les secteurs venir et passer, on peut dire quand même que le problème c'est parce qu'au gouvernement on change les acteurs. Ça fait que parfois on a l'impression qu'il y a un éternel recommencement. Ça veut dire que les mêmes choses que nous avons fait en 2005, nous les faisons en 2009, nous les faisons en 2015, nous les faisons en 2021. Ça fait qu'on ne peut pas suivre et évaluer, on ne peut pas facilement évaluer le niveau d'avancement. Et pourtant nous sommes face aux nouvelles problématiques. Ça veut dire que la situation sur le plan, le contexte technologique évolue, mais il faut que nous on s'adapte. On s'adapte parce que est-ce que les réformes juridiques sur la question sont faites? Est-ce qu'elles sont complètes? Je pense non. On a beaucoup de choses à réformer pour que ces choses-là s'adaptent. Et même sur le plan social, maintenant sur le plan social, avenue Kennedy et tout ça. Oui, le nombre d'enfants abandonnés, le nombre d'enfants sans protection parentale, le nombre d'enfants qui ont besoin d'actes de naissance est en évolution. Bon, maintenant, il faut que les institutions d'offre de services aussi s'adaptent à ça. Bon, maintenant, est-ce que les administrations qui sont en charge du social ont les ressources suffisantes pour justement donner la réponse qu'il faut à ces situations, ce qui n'est pas du tout aisé. Donc ça fait donc que c'est les mécanismes de suivi et évaluation. Comment est-ce qu'on peut voir l'évolution? C'est ça, parce à votre niveau, au Cameroun, on fait peu d'études, peu d'enquêtes, donc généralement on n'a pas les données probantes sur toutes ces catégories. À votre niveau, en tant qu'acteur du domaine, est-ce qu'il y a des propositions que vous faites à l'effet de faire avancer quand même la situation? Oui, justement, nous, en fin de cette année, nous avons organisé déjà plusieurs actions. On a organisé un plaidoyer à l'Assemblée nationale avec le gouvernement, effectivement, pour attirer l'attention du gouvernement sur l'importance de l'adoption d'un code de protection de l'enfant. Nous y sommes encore dans ce plaidoyer parce que si on a un document, une loi qui regroupe tous les instruments juridiques qui protègent l'enfant, déjà c'est facile à exploiter. Hein. L'accès peut être facilement aux enfants parce que les normes sont éparpillées dans plusieurs textes. Lorsque tu as un problème qui concerne le travail des enfants, il faut aller chercher la loi relative. Lorsque tu as un problème donc c'est un peu difficile pour les acteurs déjà institutionnels, les acteurs de la société civile et les enfants eux-mêmes. Donc il est très important qu'on ait un code de protection de l'enfant comme le code des collectivités qu'on vient d'adopter, comme les autres codes, qu'on ait un code spécifique pour l'enfant et que les acteurs de la chaîne judiciaire soient formés sur l'accès à une justice adaptée aux enfants, parce que la façon que notre système judiciaire fonctionne, il est difficile pour l'enfant qui est un être vulnérable d'avoir accès à ce système lorsqu'il est surtout victime, lorsqu'il est abusé. Vous imaginez une jeune fille qui a été violée, il faut parfois, elle n'a pas la capacité d'ester en justice, et peut-être ses parents aussi n'ont pas
la capacité ou bien n'ont pas la bonne volonté, déjà ça pose un problème. Et lorsque peut-être vous portez plainte dans une brigade ou bien dans un commissariat, parfois la procédure est longue, il faut revenir, il faut et tout ça. Donc ça fait parfois, ça marre là au niveau du commissariat. Et lorsqu'on va au tribunal, parfois c'est long, on renvoie. Donc très souvent, dans d'autres pays, il y a des justices, des juges pour mineurs qui s'occupent spécifiquement des questions de mineurs. Je connais un pays qui a carrément une couleur des chemises. Lorsqu'on porte plainte, on sait que c'est la chemise bleue, ça concerne l'enfant. Ça ne doit pas dépasser 2 mois. Et il y a des mécanismes de suivi, que ce soit au niveau des commissariats, que ce soit au niveau des lieux de privation de liberté, pour s'assurer que les enfants ne sont pas privés de liberté, ou alors si les enfants sont privés de liberté, ils le sont. C'est une mesure de dernier recours. Ça veut dire qu'il n'y avait pas une autre solution à faire sur ce cas-là. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous pensez que la crise du NOZO, la crise anglophone, vous a rapproché plus de ce secteur d'activité-là, de ce point-là, en tant qu'expert de protection des droits de l'enfant? Parce qu'avec la crise anglophone, on connaît beaucoup d'enfants ont migré vers d'autres villes, sont partis de leur ville natale ou alors de leur village natal, par exemple Bamenda, que ce soit du côté du nord-ouest, du sud-ouest, pour se retrouver dans des villes comme Yaoundé, Douala et autres, dans des grandes métropoles. On a vu comment les jeunes sont été à la rue à cause de la crise anglophone. Dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que cette crise-là vous a rapproché de votre secteur d'activité encore? Oui, je pense que le Cameroun a fait face à je me souviens, dans les années 2005-2007, lorsqu'il y a eu le crash, la catastrophe de Mbanga Pongo. Nous, les acteurs intervenants dans le domaine, on s'était cogné les têtes là-bas parce qu'on ne savait pas qui doit faire quoi après. Donc, après, il y a eu des réflexions sur le guide de prise en charge des enfants en situation difficile. Nous avons renforcé les capacités des responsables des services centraux dans tout le Cameroun pour avoir les procédures opératoires standards pour prendre en charge les enfants dans ces situations. Et nous avons tous vécu la guerre contre la secte terroriste Boko Haram qui a rendu la protection de l'enfant un peu très difficile dans les 3 régions du Grand Nord. Et maintenant, la crise sécuritaire au NOZO permet à d'autres personnes qui n'étaient pas sensibles aux violences auxquelles les enfants sont victimes de voir certaines situations très malheureuses. On a vu les enlèvements des enfants dans les écoles, un certain nombre de choses qui peuvent mettre en épreuve le système national de protection de l'enfant. Et cela nous a permis aussi de voir qu'il est important de prendre des mesures sur la question des déplacés internes, parce que le Cameroun ayant ratifié le protocole de Kampala qui crée la question des déplacés internes, à cette époque-là, ne voyait pas cette question une question très éminente. Et on n'avait pas vite pris des mesures pour anticiper la réponse à une telle situation. Et c'est lorsque nous avons fait face à la crise du NOZO que nous pouvons apprécier les mesures que le gouvernement a prises avec les commissions de désarmement, de réintégration qui ont été créées, avec la commission du bilinguisme. Bon, maintenant, la difficulté, c'est que, étant donné qu'il n'y avait pas un dispositif pour gérer la mobilité des enfants, donc on a eu la difficulté à savoir combien des enfants sont quittés du nord-ouest ou du sud-ouest pour le littoral, pour le centre, parce que nous accueillons dans nos différents quartiers les populations qui viennent là-bas accompagnées de leurs enfants, mais il n'y avait pas eu un dispositif pour recenser ces enfants-là. Est-ce qu'avec la crise du NOZO, ça a changé? Oui, je dis, c'est après la crise du NOZO que le gouvernement a vu l'importance de prendre des mesures pour donner la réponse. Ces mesures-là pouvaient être prises un peu plus avant, parce qu'ayant ratifié le protocole
de Kampala sur les déplacés internes. C'est donc face à cette situation qu'on peut apprécier les mesures gouvernementales et peut-être la situation que nous gérons actuellement nous permet de renforcer notre système de protection pour faire face aux autres situations actuelles. Et ce contexte s'est aggravé avec le contexte sanitaire contre la COVID-19 qui vient encore mettre ces enfants déplacés dans une situation de précarité parce que même nous autres, nous avons été tous victimes de l'impact économique et financier de cette crise sanitaire. Donc vous comprenez donc que les enfants sans protection parentale, les enfants qui vivent dans la rue, aussi ont eu des conséquences face à ces crises-là mélangées. Vous faites bien de préciser ou de revenir sur le contexte sanitaire qui a beaucoup exposé nos enfants ces derniers temps, pas seulement sur des zones de crise sécuritaire, hein. Les enfants de partout dans le monde, à travers l'école sur le digital, cette école qui n'a pas été très réglementée ici au Cameroun, notamment sur le plan sécuritaire ou alors sur le plan cybersécuritaire, j'ai envie de dire. Vous, en tant que professionnel dans la matière, en tant qu'expert dans la matière, est-ce que vous avez également eu à émettre des propositions pour mieux encadrer ces enfants-là sur le fonctionnement socio-cybernétique? Donc je crois que sur les deux pans, il y a quelques années, nous avons proposé au ministère des Postes et Télécommunications un projet qui devait promouvoir la bonne utilisation de l'outil informatique parce qu'on est d'accord qu'on ne peut rien contre cet outil. Maintenant, comment faire pour que les enfants ne soient pas victimes des abus à travers l'outil informatique, encore que nous-mêmes, les adultes, chaque jour, nous sommes victimes. Nous avons proposé ce projet qui n'a pas beaucoup avancé. Je vous dis, l'administration, c'est pas trop facile. Et nous avons même proposé un guide d'utilisation de l'outil informatique. Et lorsque la crise sanitaire du NOZO a commencé, nous avons échangé avec l'UNICEF sur l'enseignement à distance. Et on s'est rendu compte que l'enseignement à distance ne pouvait pas prendre plus de 25% de la population parce que la population scolaire n'a pas accès aux outils nécessaires pour le faire en ligne. Et nous sommes tous d'accord que cette crise sanitaire a eu un impact négatif sur l'éducation des enfants, que ce soit du primaire que du secondaire. On est sûr que plus tard, ça aura plus d'impact sur le niveau et la qualité des enseignements. On sait que lorsqu'on parle de droits et de protection de l'enfant, on sait que c'est un domaine assez vaste qui touche plusieurs secteurs. Mais moi, j'ai envie de parler un peu du citoyen lambda parce que reste même d'abord à savoir est-ce que tous les citoyens connaissent d'abord même les droits des enfants. Ces enfants, est-ce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils ont des droits? Et généralement, lorsqu'on prend un cas, par exemple, palpable comme celui d'un voisin qui a l'habitude de torturer son enfant, est-ce qu'il y a une possibilité? Parce qu'on sait bien que quand vous allez arriver, par exemple, que ce soit au ministère des Affaires sociales pour pouvoir dénoncer, est-ce qu'il y a toujours une solution face à ce genre de situation? Oui, c'est pour ça que je dis tout à l'heure que pour faire une évaluation, on peut faire l'évaluation de la demande de services, on peut faire une évaluation de l'offre de services et on peut faire une évaluation de l'environnement. Sur la question que vous dites, est-ce que effectivement le citoyen lambda ou bien la population, la plupart ne maîtrisent pas déjà les droits de l'enfant et déjà n'ont pas des informations sur les services de réponse qui sont disponibles et très souvent les enfants eux-mêmes ne sont pas au courant de ces droits et de ces services et ça pose un problème parce que les activités de sensibilisation doivent être intensifiées. Et maintenant les activités de l'offre de services doivent aussi être intensifiées parce que
Il y a exactement 10 ans, nous avons pris part à un forum mondial et il avait été recommandé à tous les pays de créer les lignes vertes. Bon, j'avais proposé le projet au Cameroun, ça a pris beaucoup de temps, mais je suis content que ce matin au MINPROF, le directeur en question m'a rassuré qu'effectivement, il y a un dispositif de call center qui est déjà disponible au ministère de la Promotion de la Femme avec le numéro 116. Ça veut dire qu'un enfant qui est victime de violences, de viols, peut appeler le numéro 116 et sera reçu par les gens qui sont dans le call center. Est-ce que les gens sont donc au courant que le gouvernement a ce dispositif? Bon, il sera question aussi de travailler sur les structures où on va référer ce cas, parce que le 116 sera certainement à Yaoundé. Un enfant peut appeler depuis l'extrême nord. Il sera donc question que l'équipe qui est à Yaoundé envoie cet enfant dans un service qui est à l'extrême nord qui sera chargé de le prendre en charge. Et il faut que les différents services soient ouverts, parce que quand c'est un problème de santé, on va envoyer l'enfant dans le centre de santé. Est-ce que le centre de santé où on va envoyer l'enfant sera disponible à faire le service sans coût? Encore que si c'est un enfant sans protection parentale, il faudra envoyer dans le service social le plus proche. Est-ce que le service social le plus proche aura le personnel disponible? Parfois, les centres sociaux, c'est 1 ou 2 personnes qui sont parfois pris par des réunions. Est-ce que l'enfant va trouver quelqu'un là-bas? Il faudra envoyer l'enfant au commissariat si c'est un cas, parce que tous les commissariats n'ont pas de services sociaux. Est-ce que le commissariat, il y aura l'écoute là-bas? Et quelle sera même la suite? Parce que après avoir envoyé l'enfant, que ce soit dans un commissariat ou bien un centre de santé, maintenant quand l'enfant aura maintenant eu gain de cause, quelle sera la suite? Est-ce qu'on va laisser l'enfant là à la merci par exemple de son parent, ou bien il sera pris en charge? Donc c'est les questions de réflexion que les acteurs, que ce soit du gouvernement, que ce soit les partenaires, nous de la société civile, nous allons réfléchir pour voir comment est-ce qu'on peut bâtir un système de référence, contre-référence des cas d'enfants victimes d'abus qui vont appeler cette ligne de 116 là. Est-ce que vous ne pensez pas que le problème pourrait aussi être de la base, dès la base, j'ai envie de dire, je voudrais parler sur le plan pédagogique, parlant d'enseignement, justement, lorsque nous on était jeunes, Francine le sait certainement, il y avait des cours qui nous étaient dispensés, notamment sur l'éducation et la morale, et même un autre volet éducatif qui portait sur le conseil d'orientation des enfants, qui permettait aux enfants d'avoir une certaine culture sur leurs droits et même sur la façon de se comporter en cas de difficulté sur tous les plans, que ce soit sur le plan sexuel, le plan social et même sur tous les autres plans de la vie courante. Est-ce qu'il n'est pas aussi temps de faire appel aux différents ministères concernés et d'essayer de poser le problème pour qu'il puisse encore être retouché dès la base, c'est-à-dire sur le plan éducatif? Oui, moi j'ai eu la chance de travailler avec les ministères de l'éducation. Lorsqu'on a éclaté le ministère de l'éducation nationale et le ministère des enseignements secondaires, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine éducatif. La dernière stratégie sectorielle de l'éducation, nous avons participé à ça et nous avons travaillé sur la requête du Cameroun au partenariat mondial de l'éducation dans les financements qui vient de finir. Je pense que le système éducatif a bâti ces structures-là depuis plusieurs années avec la loi cadre dans le domaine. Et la difficulté, c'est que l'environnement actuel influence le système lui-même, parce que vous savez que l'école est devenue une activité économique et commerciale, parce que il y a plus des établissements privés que publics. Maintenant, est-ce que la qualité de l'éducation est ça? Parce que il y avait d'abord un problème de est-ce que l'éducation est disponible partout? Ça, c'est une question. Est-ce que si l'éducation est disponible, est-ce que les questions d'accès
d'accessibilité. Est-ce que tout le monde a accès à ça en termes de coûts? On voit déjà combien coûte l'école primaire au Cameroun, les écoles primaires. Bon, maintenant, est-ce que si tout le monde a accès, est-ce que l'éducation est de qualité? Ça veut dire quoi? Est-ce que tout le monde qui enseigne dans les établissements publics, les établissements privés est formé? Parce qu'il faut être formé pour donner une bonne éducation, pour avoir des experts qui vont parler d'éducation à la morale, parce qu'il faut que toi-même tu aies cette éducation-là. Maintenant, est-ce que la chaîne de supervision pédagogique peut donc parcourir l'ensemble des établissements publics et privés de tout le Cameroun pour s'assurer que les enseignements qui sont dispensés sont de qualité? Ça, c'est une autre question. On peut faire une supervision semestrielle, trimestrielle. Est-ce que c'est suffisant? Donc, c'est des questions un peu difficiles. On peut voir, nous sommes tous parents, on peut voir ce qu'on nous demande tout le temps. Ma fille vient aujourd'hui, on nous a demandé 1000 francs pour faire 10 000 pour faire ceci et tout. Donc, c'est un peu ça. L'école est devenue plus un centre commercial qu'un centre effectivement éducatif. Bon, maintenant, est-ce que dans le public, partout, on a les enseignants suffisants? On a encore ce qu'on appelle les maîtres de parents. Est-ce qu'on peut arriver à avoir une qualité de l'éducation pour tous avec les maîtres de parents? Parce que je me souviens, dans les années 2003-2005, lorsque tous les pays s'étaient projetés pour avoir une éducation pour tous en 2015, mais en 2005, 10 ans avant, nous on était déjà d'accord que le Cameroun, on ne peut pas atteindre ces objectifs de l'éducation pour tous là. Et parce que ça engage un certain nombre de choses. Lorsqu'on peut évaluer les questions de disponibilité, d'accessibilité, de qualité de l'éducation, de tout ce qui tourne autour de ça, je crois qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Mais je pense que le public ne doit pas abandonner l'école, l'éducation au privé, parce que ça aura beaucoup de conséquences, parce qu'il y a des écoles qui font que tous les enfants réussissent, alors qu'ils ne le méritent pourtant, pas. Le niveau n'est pas aussi relevé. Alors pour terminer, c'est la fin, nous sommes à quelques minutes, 3 minutes seulement de la fin de l'émission. Pour terminer, avant de prendre la dernière rubrique, est-ce qu'avec tout ceci, malgré tout ce qu'il y a encore à faire, on va dire qu'au Cameroun, l'enfant est quand même protégé? Est-ce que l'enfant a quand même un droit? Oui, je pense que nous avons un dispositif juridique important, parce qu'on peut relever, parce que le Cameroun a ratifié un certain nombre, ou bien la quasi-totalité des instruments juridiques qui protègent l'enfant. Et il y a plusieurs lois nationales qui ont été votées. Nous avons un dispositif institutionnel, parce qu'il y a plusieurs administrations qui traitent la question de protection de l'enfance, et nous avons quelques institutions de prise en charge et d'encadrement et un dispositif aussi sécuritaire qui protège l'enfant. Mais face au contexte actuel, l'enfant, il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que tous les acteurs doivent travailler ensemble, chacun donnant sa contribution pour réduire au minimum le nombre d'enfants victimes de violences et d'abus dans notre société. D'accord. Alors, grâce au concours de la réalisation, on prend la tradition, on prend de la dernière rubrique détecteur de mensonges. Press start. Nous sommes de retour sur le plateau, alors il nous reste exactement 2 minutes pour terminer l'émission. Alors très rapidement, on ne va pas laisser notre invité partir comme ça, même s'il a l'habitude de regarder derrière le monde en relation et puis connaît un peu cette rubrique-là. Il ne va pas échapper en tout cas. Alors, Monsieur Léonard Bertrand, quelle était la toute première question que je vous ai posée quand vous êtes arrivé sur le plateau? Quand on a commencé à échanger sur le plateau, quelle était la toute première question?
Vous vous souvenez ou pas? Parce qu'en dessous de vos pieds, il y a un détecteur de mensonges en fait. Si vous mentez, ça signale à l'écran que vous avez menti, vous n'avez pas dit la vérité. Donc vous êtes obligé de dire la vérité. Si vous ne vous rappelez pas, vous dites tout simplement que vous ne vous rappelez pas et puis on passe à autre chose. C'est un jeu. Je ne suis pas sûr de me rappeler. En tout cas, la première question que je vous ai posée, c'était de savoir est-ce que l'ambiance sur le plateau vous arrangez, vous avez suivi, vous êtes un habitué de l'émission, vous êtes habitué à regarder l'émission et puis vous vous adaptez très facilement. Vous vous souvenez maintenant? Oui, j'ai oublié. Alors on va passer à la deuxième question un peu plus osée parce que c'est ça le principe. Quand vous ratez la première question, on est obligé de vous poser une question un peu plus osée. Alors que vous êtes obligé également de dire la vérité, rien que la vérité, parce que si vous montez le détecteur de mensonges signale à l'antenne que vous ne nous dites pas la vérité et vous êtes obligé de nous dire la vérité avant de partir d'ici parce que cette question, c'est vous seul qui avez la réponse. Alors, vous allez nous dire en tant qu'homme, quel est le style de femme qui vous intéresse le mieux, sur lequel vous tombez ou ne résistez pas en fait. Première proposition, des femmes brunes, avec des rondeurs. 2, des femmes noires avec élancé, effilé, élancé. 3, des femmes brunes et effilé, élancé, un peu mince, là, avec des rondeurs comme la première proposition. Qu'est-ce que vous choisissez? Quel est le style de femme auquel vous ne résistez pas? Bon, je pense que le seul style de femme que je ne résiste pas, c'est celle qui est chez moi. Ben oui, je sais que madame vous regarde, et n'ayez pas peur de dire le style de femme. Vous pouvez vous adapter au profil physique de votre femme. Voilà, adaptez-vous, dites-nous puisque je suis sûre que dans ces différents profils que j'ai cités, votre femme se retrouve quelque part. Alors dites-nous, choisissez tout simplement quel est le style de femme, le profil auquel vous ne résistez pas. Que dès que vous voyez, vous êtes tombé sur Non, le problème c'est que si je le dis, je ne vais pas répondre à la question. Non, si répondez, dites-le un peu. Le style là, c'est celle qui est chez moi. Oui, comment je vais encore dire que sûrement, elle a un teint. Il y a forcément quelque chose qui vous semblable. Elle a un teint semblable à une autre. Elle a une corpulence également semblable à une autre. Alors dites-nous quel est le type de corpulence, quel est le type de femme sur lequel vous... Si ne pêche pas, il tombe sur le coup de la sanction. Voilà, dites-nous, choisissez. Elle a votre teint et votre corpulence. Ok, Brune, un peu lancée comme un peu, je suis de quoi, courte et lancée. Très normal, pas trop fat, pas trop mince. Voilà. Oh là là, d'accord, merci. Et puis en passant, on salue à votre femme, on lui souhaite une heureuse année 2022 et qu'elle continue de bien vous garder. En tout cas, je vais pas, comme je suis un peu comme elle là, je vais pas vous arracher. Vous allez rentrer à la maison ce soir. Alors, on vous remercie d'être passé sur le plateau du Monde en Relation. C'était un plaisir de vous avoir. Merci, madame. Grand merci. Alors, merci à Darel, merci à Francis. On se donne rendez-vous vendredi à l'équipe. On remercie également le Doubari Mouli, le seul maître, à la fois maître, à la fois homme religieux, à la fois, vraiment, il a beaucoup de casquettes, JRI, d'Info TV. Celui-là qui nous donne toujours la spiritualité quand on en a besoin. On lui dit merci, il était derrière les caméras. On remercie la diffusion avec Janvier, Désiré et Kenge des Camix. On dit également merci à la réalisation avec Jacques Billard et merci à la supervision générale, le monsieur Dieudonné 20. Quant à nous, on se retrouve vendredi pour une autre émission du Monde en Relation dès 17h. Restez en compagnie des programmes qui se poursuivent sur Info TV. Tout à l'heure, l'émission sportive Ndamba, une présentation de JB Jean-Bruno Ifangono. Bonjour. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.